Bonjour les troisièmes. Voici donc la correction du chapitre 3, qui est le dernier chapitre de notre thème 2 d'histoire, la République française au XXe siècle. Où va la République désormais? Quels sont les grands débats qui ont traversé la société de la Ve République entre 1962 jusqu'à nos jours, on peut le dire, jusqu'à 2020? Je vous avais proposé de reprendre sur votre cahier cette introduction que vous retrouvez ici. Rappelons donc que notre régime républicain s'est imposé en France depuis 1871, grâce au progrès qu'il a apporté à la vie des citoyens. Nous attendons de la République qu'elle nous fournisse de nouveaux droits. Ce furent au XIXe siècle la sacralisation du droit d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, du vote. Ce sont également les droits à la protection sociale de tous les citoyens, à l'éducation pour tous, à la sécurité des biens et des personnes, autant de droits individuels fondamentaux qui sont rappelés dans notre Constitution. Et alors que la France se modernise et s'installe dans une paix durable au lendemain de la guerre d'Algérie, la société française continue d'exiger de nouveaux progrès qui portent nos gouvernements au devant de débats et parfois de crises sociales et économiques sévères. Je vous avais proposé de travailler au choix 3 débats, l'un sur l'émancipation des femmes, l'autre sur l'éruption de la jeunesse dans le débat politique, et enfin la question de la montée du chômage. Nous allons commencer donc par cette activité sur l'émancipation des femmes et reprendre la page du manuel qui lui est consacré. Il s'agissait d'abord de vous appuyer sur cette chronologie très importante, page 204, qui vous rappelle les dates principales de cette émancipation des femmes dans le second XXe siècle français. Ce graphique, il illustrait la place de plus en plus importante que les femmes occupent dans la vie économique du pays. Si les femmes travaillent de plus en plus, ont un rôle de plus en plus important, même s'il est souvent un rôle subalterne, un rôle de secrétariat, de petits employés, rarement des fonctions de direction, de commandement au sein d'une entreprise, pour le moment, on est loin de la parité vers laquelle on tente à s'approcher aujourd'hui. Ces femmes occupent donc une place de plus en plus importante dans l'économie du pays et elles réclament des droits. Le droit politique, le droit de vote, elles l'ont eu en 1944, elles sont devenues citoyennes, mais elles n'ont pas encore une complète égalité de droits avec les hommes sur un plan très important qui est la liberté de leur corps. 2 lois sont à retenir ici. Nous avons tout d'abord la loi de 1967, la loi Neuwirth, qui autorise les femmes à utiliser des moyens contraceptifs et qui légalise la vente de contraceptifs, la fameuse pilule, dans le commerce, afin que les femmes aient un contrôle de leur fécondité. Et puis, lorsque ces femmes tombent enceintes malgré elles, soit à la suite de violences, soit à la suite d'un épisode amoureux quelconque, ces femmes revendiquent encore le droit à pouvoir disposer de leur corps légalement, librement. Elles revendiquent la reconnaissance du droit à l'avortement. L'avortement, il s'est pratiqué, on peut dire un peu à toutes les époques, mais en France, il reste illégal et il est pratiqué dans des conditions clandestines et souvent sanitaires très délicates qui obligent beaucoup de Françaises dans ces années 60 à aller avorter ailleurs en Europe, en Belgique, en Suisse, là où elle est autorisée. Les femmes françaises revendiquent donc ce droit à l'avortement qui est pour elles une manière donc de rétablir une égalité de droit face aux hommes qui, eux, ne peuvent pas tomber enceintes et donc peuvent se permettre ont un total contrôle de leur corps et peuvent se permettre de se détourner d'une femme qu'ils auraient mise enceinte sans avoir à craindre les conséquences. Ce droit à l'avortement, il va être imposé par une femme, ministre de la Santé, c'est Simone Veil, qui, en janvier 1975, fait voter par l'Assemblée nationale cette légalisation de l'avortement. Avant tout pour des raisons sanitaires, pour permettre aux femmes de disposer de leur corps dans de bonnes conditions, mais également pour rétablir cette égalité de droit. Donc Simone Veil reste dans l'histoire de France, entre autres pour ce rôle très important qui a été de légaliser l'avortement en France. C'est également une rescapée des camps de concentration issus de la Shoah, et elle a également été la première présidente du Parlement européen. Vous pouvez donc noter ici, en guise de conclusion,
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les femmes intègrent de plus en plus le monde du travail. Dans les années 60, elles obtiennent leur émancipation juridique. Elles ne sont plus mineures au regard de leur mari à partir de 65. Elles peuvent utiliser la contraception à partir de 67 et surtout, à partir de 1975, la loi Simone Veil autorise l'avortement. Ainsi, les femmes obtiennent le droit de disposer de leur corps et de leur sexualité aussi librement qu'un homme. Et il faut bien ici distinguer ce qu'autorise la loi, qui s'applique à tous, et ce que permet la morale, qui elle est relative à chacun. Chacun a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut sur ce sujet. Ça ne nous empêche pas de tenir le débat. Le deuxième sujet, c'était ce que j'ai appelé le périjol, l'émergence des revendications propres aux jeunes au sein de la société française. Deuxième page d'activité, qui s'ouvrait également par un graphique, où l'on constate que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un baby boom. Les Français ont fait beaucoup d'enfants, et logiquement, cette jeunesse, ces bébés de la fin des années 40, début des années 50, se retrouvent à faire des études, à partir de 1960, et donc les effectifs des collèges, des lycées explosent littéralement. Et en parallèle, du coup, ces enfants, de plus en plus également, veulent faire des études supérieures, en tout cas leurs parents veulent qu'ils fassent des études supérieures, donc les effectifs dans les universités explosent également. Cette explosion scolaire, elle s'accompagne d'une visibilité de plus en plus grande dans la société, avec une évolution des modes de consommation qui se tourne vers la jeunesse, consommation de mode, consommation musicale. Les enfants s'autonomisent de leurs parents par ces pratiques, et la société de consommation, les publicitaires, ne se trompent pas non plus en prenant la jeunesse de plus en plus pour cible de leur communication. Toute cette transformation très profonde de la société, elle a une traduction politique qui explose en mai 68, où à partir de mai et au mois de juin 68, la France connaît une période à laquelle on a souvent fait référence au moment de la crise des Gilets jaunes. Tout part d'une révolte étudiante, d'étudiants parisiens qui expriment un mal-être face à une société très autoritaire, très paternaliste. À cette époque, les jeunes de France n'ont la majorité et ne peuvent s'émanciper qu'à partir de 21 ans. Ils réclament être plus entendus, plus de liberté, la mixité dans les internats, la mixité dans toutes les salles de classe, qui n'est pas encore acquise. En 1968, il y a des classes de garçons, des classes de filles. Cette jeunesse veut se faire entendre et elle va s'exprimer de manière assez violente. Le gouvernement, qui tente de répondre par la force, va se voir opposer une réaction complémentaire de la société, c'est-à-dire que des secteurs entiers d'ouvriers, de l'économie, des postes, des chemins de fer, des sociétés de transport, vont se mettre en grève pour eux exiger de participer à la prospérité de la France, une augmentation du salaire minimum, une augmentation de tous les salaires d'une manière générale en France. Et donc on a ici la conjugaison d'une contestation de la jeunesse avec une contestation sociale qui aboutit à de longues semaines de grève générale et à des affrontements urbains, notamment dans les rues de Paris. C'est la crise de mai 68. La conséquence politique, c'est que nos hommes politiques ne peuvent plus faire sans la jeunesse et vont alimenter leur programme avec des propositions, et c'est ainsi que Valéry Giscard d'Estaing, nouveau président élu en mai 1974, immédiatement en juillet 74, il abaisse la majorité à l'âge de 18 ans pour permettre à la jeunesse de devenir citoyenne 3 ans plus tôt. Vous pouviez donc ici noter, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît un baby-boom démographique qui se traduit par une augmentation forte des effectifs dans les écoles et les universités. Cette jeunesse veut se distinguer par des pratiques culturelles nouvelles. En mai 68, une révolte d'étudiants parisiens s'étend à toute la France. La jeunesse, appuyée par des ouvriers, réclame plus de liberté et déclenche un blocage du pays, qui fait vaciller le pouvoir de De Gaulle. En réponse à la contestation, le droit de vote est abaissé à 18 ans en 1975. J'ai fait un peu un raccourci, c'est pas directement en réponse à cette contestation, mais quand même 7 ans avant d'aboutir à cette mesure. Enfin, la précarité dans le progrès ou les paradoxes de la République, c'est la question de l'évolution du chômage qui se fait sentir d'ailleurs dès la fin des années 60, il y a 500 000 chômeurs en 1968, c'est une des raisons de l'explosion de la contestation, le début d'une peur de perdre son emploi, mais ce chômage est surtout aggravé dans les années 70, qui connaît
une crise économique mondiale, la première grande crise économique mondiale depuis celle de 1929, et la montée donc d'un chômage que l'on peut qualifier de structurel. Donc c'est ce qu'on pouvait voir là aussi par un graphique, montée du chômage très progressif qui va tend même à culminer dans les années 1980. Ceux qui sont les plus touchés, ce sont les plus jeunes. Alors, deux raisons à cela. L'une dont on vient de parler, c'est l'explosion démographique française. Il y a de plus en plus de salariés en France, en tout cas de personnes qui cherchent un emploi, et il n'y a pas assez d'emplois disponibles en face pour accueillir toute cette population. Même si la France est en croissance économique et continue de produire des emplois, ce n'est pas suffisant. D'autant plus, c'est une autre conclusion, une autre conséquence, de cette situation, que la France entre dans une nouvelle phase de sa mondialisation et procède à des délocalisations d'entreprises qui employaient beaucoup d'ouvriers. Ce sont notamment toutes les usines de sidérurgie, de fabrication de l'acier, mais également les usines de textile et les usines automobiles qui commencent leur délocalisation vers notamment l'Asie à partir des années 70 et surtout des années 1980. Donc la France ne produit pas assez d'emplois, surtout elle perd énormément d'emplois dans des secteurs d'activité qui embauchaient beaucoup, tandis que la croissance démographique, elle se poursuit. On a donc un chômage qui s'enlise et un État qui est obligé de répondre, c'est dans la Constitution, il doit la protection sociale et il est responsable de l'emploi aussi pour les citoyens. C'est pourquoi il crée l'Agence nationale pour l'emploi, la ANPE, en 1977, qui est l'ancêtre du Pôle emploi. Et puis il va également chercher à amortir la pauvreté grandissante des Français à travers l'instauration d'un revenu minimum d'insertion, le RMI, qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA, revenu de solidarité active. Mais cette fragilisation de la société, des salariés, cette précarisation, les gens ont de plus en plus de mal à avoir un contrat à durée indéterminée, un contrat de longue durée. Ils ont des petits emplois, des emplois brefs, des emplois mal assurés. Cela les installe dans une fragilité sociale à laquelle l'État a bien du mal à répondre et se développe en parallèle des initiatives de solidarité de la part d'associations qui se fondent dans les années 80. C'est notamment l'exemple des Restos du Cœur. Donc c'est une problématique qui continue aujourd'hui d'exister en France, la précarisation de l'emploi. Et vous pouvez noter, à partir de la fin des années 60, la courbe du chômage ne cessait d'augmenter, notamment pour les jeunes de 15 à 24 ans. La France perd beaucoup d'emplois, c'est la délocalisation des usines en Asie, alors que sa démographie augmente. L'État crée dès 67 une ANPE, puis en 88 un RMI, un revenu minimum d'insertion. Mais cela ne suffit pas, des associations caritatives comme les Restos du Cœur développent leurs activités pour subvenir aux besoins des Français qui doivent faire face à une précarisation grandissante. On est, à travers ces différents éléments, sur autant d'ingrédients qui ont pu contribuer à la crise des Gilets jaunes en 2019, puisque ces problématiques elles restent très actives dans la société française. Actuellement, avec la crise sanitaire que nous connaissons du Covid-19, cette crise sociale économique qui s'est fait sentir l'an dernier est en train de se doubler d'une crise politique majeure, avec une méfiance, une défiance même, de plus en plus accrue contre le gouvernement, contre le fonctionnement de la politique française. Nous sommes peut-être à un tournant de l'histoire de notre République et nous serons amenés à y réfléchir lors d'un prochain cours d'éducation civique. Mettez à jour votre cahier, je vous souhaite un bon travail et à mardi prochain pour une nouvelle classe virtuelle.